Bonjour à tous, une petite vidéo qui va reprendre le chapitre sur les acteurs et le tourisme, puisque finalement j'ai décidé de faire des vidéos pour tous les chapitres que je vous ai envoyés durant le confinement, afin de vous donner les clés de ces chapitres. Donc l'idée c'est pas de refaire une vidéo sur tout le chapitre, c'est de faire une vidéo d'à peu près 30 minutes, histoire que ça soit peut-être plus facile à regarder que la dernière que j'avais faite. J'ai réussi à trouver un système pour vous mettre le PowerPoint dans la vidéo, donc ce sera certainement plus simple pour suivre. Voilà. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit dans le mail, à me préciser ce que vous souhaiteriez que je fasse comme vidéo, s'il y a des choses que vous comprenez pas, des points que vous comprenez pas. Voilà. Donc en gros, je vais faire 4 autres vidéos pour essayer d'expliquer l'essentiel des chapitres, les clés des chapitres. Comme ça, vous aurez des supports vidéo pour chacun des chapitres que je vous ai envoyés depuis le début du confinement. Voilà. Alors, pour les acteurs et la mise en tourisme, donc c'est un chapitre qui n'est pas que un chapitre lié à la matière tourisme et territoire, puisque c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir aussi d'une certaine manière avec peut-être d'autres enseignants. Mais bon, en tourisme et territoire, on peut aussi, ça fait partie aussi du cours d'aborder cette question des acteurs qui est quand même très importante dans le domaine du tourisme. J'ai mis quelques photos pour introduire ce chapitre, afin de vous faire toucher du doigt le fait que le tourisme, c'est un domaine qui nécessite un nombre d'acteurs important pour fonctionner. C'est-à-dire que on a peut-être du mal à le réaliser, mais lorsqu'on va consommer du tourisme, lorsqu'on va partir en voyage, il y a quand même un nombre important de personnes, d'acteurs professionnels qui vont, avant notre départ, pendant notre départ et même au retour, participer, rendre ce déplacement possible. Alors, sur ma vignette PowerPoint, je vous ai mis quelques-uns des acteurs de ce tourisme. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. J'en ai mis que quelques-uns qui sont un peu significatifs. Alors, on pourrait bien sûr imaginer toutes les personnes qui travaillent dans le transport aérien. Je vous ai mis des hôtesses de l'air, des stewards. On peut aussi bien sûr imaginer toutes les personnes qui travaillent dans le domaine touristique légal, officiel. Les vendeurs, les restaurateurs sur place, les personnes qui gèrent des activités de loisirs, mais aussi, bien entendu, toute la partie illégale, toute la partie clandestine, avec par exemple ici sur la photo des prostituées en Thaïlande. Mais les acteurs, ça peut être aussi les acteurs politiques, les acteurs politiques au niveau national et au niveau mondial. Donc il y a quand même vraiment une diversité des acteurs qui rentrent en jeu dans le domaine du tourisme, sachant que il y a aussi deux acteurs très importants dans cette relation touristique. C'est le touriste qui s'en va, qui va découvrir un pays, et la population locale qui l'accueille, puisque finalement c'est vraiment les deux extrémités de la relation touristique. C'est vraiment le touriste et la population, le local qui va le recevoir. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, comme vous le savez, avec des sites comme TripAdvisor par exemple, on vit dans une société où le touriste il va avoir un impact sur le territoire qu'il visite, parce que en permanence, il va pouvoir laisser des commentaires, il va pouvoir aussi donner son avis, et lorsqu'il va rentrer, il va, par le bouche à oreille, finalement créer une espèce de réputation par rapport à un territoire. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important qui, de plus en plus, va impacter la réputation des destinations. Donc, il y a un vrai pouvoir des acteurs, et notamment de l'acteur principal du tourisme,
qui est le touriste lui-même. Donc la problématique, c'est en quoi les acteurs du secteur touristique peuvent-ils impacter positivement ou négativement la mise en tourisme d'un territoire. Je vais juste un petit peu revenir sur le grand 1, les acteurs du tourisme en France. Alors je ne vais pas reprendre tout le cours, mais peut-être de manière un peu plus rapide pour résumer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, je vais essayer de le mettre peut-être en grand écran. Affichage. Voilà. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Non, ça n'a pas l'air de pouvoir marcher. On va le rester comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, l'État a vraiment pris en main le tourisme dans les années 60 avec le général de Gaulle qui voulait tout simplement régler le problème de la fuite des Français pendant les vacances vers l'Espagne. Il n'y avait pas en France un littoral ensoleillé qui proposait les mêmes services que ce que l'Espagne proposait. Et donc vous aviez les Français qui, au moment des congés, des congés partaient. Et donc il y avait une espèce d'évasion économique de cet argent. Et donc le général de Gaulle a souhaité y remédier avec ce qu'on appelle le plan Racine. Alors peut-être qu'on en a déjà parlé ou que vous savez ce que c'est. C'est tout simplement l'aménagement du littoral languedocien. Donc là, vous avez une photo qui montre le début un peu de l'aménagement de cette côte. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a quasiment rien. C'est vraiment une espèce de grand marais où il y a beaucoup de moustiques, où rien n'est prévu pour le tourisme. On cultive un peu la vigne, mais pas grand-chose. Donc il y a un vrai travail d'aménagement qui est géré par l'État. C'est l'État qui va investir pour développer en fait des stations balnéaires et pour construire ces fameux logements à grande capacité, donc quasiment, des HLM si vous voulez. Il va bétonner, on va bétonner un peu le littoral pour pouvoir accueillir tous ces Français de classe moyenne, classe ouvrière, classe moyenne, qui viendront donc en vacances sur ce littoral. Alors, l'État, c'est un acteur majeur du tourisme en France, tout simplement parce que le tourisme est un domaine très important dans notre pays. Vous le savez, ça représente 7% du PIB français. On est le pays le plus visité au monde encore. Et donc, bien entendu, c'est un domaine stratégique. C'est-à-dire que l'État garde la main quand même considérablement sur ce domaine parce que c'est un domaine extrêmement important. Ça représente 4% des actifs en France, donc à peu près 1 million de personnes. Et en termes de revenus, ça représente 137 milliards d'euros par an. Voilà, donc c'est quand même très important. Alors, l'État, bien sûr, on le verra tout à l'heure, n'est pas le seul à gérer cette compétence du tourisme, mais c'est quand même lui qui, à travers 2 instances, est très actif. Alors, ces 2 instances, vous les connaissez parce que vous avez déjà dû en parler. Vous avez le Conseil national du tourisme, qui est une instance de concertation de l'État avec le monde du tourisme. Donc, c'est en fait une instance de dialogue entre les acteurs professionnels du tourisme et l'État. Et ensuite, une deuxième instance que vous connaissez peut-être mieux, qui s'appelle Atout France, qui a été créée en 2009. Et donc, c'est une agence qui a pour mission de développer en fait le tourisme en France, que ce soit en faisant de la promotion des sites touristiques à l'étranger ou en gérant, en menant des projets touristiques en France. Voilà. C'est un peu, si vous voulez, le bras armé de l'État par rapport au tourisme en France. C'est l'agence qui s'en occupe. Voilà. Vous regarderez dans le cours, je rentre pas trop dans les détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, en termes d'acteurs publics en France, vous avez les collectivités territoriales. Donc, comme vous le savez, on vit dans un pays décentralisé. Ça veut dire que depuis les années 80, l'État a transféré des compétences vers ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Donc, les collectivités territoriales, je vous rappelle, vous avez
la région, qui est en dessous de l'État, donc en termes de taille, de compétences, le département et ensuite la commune. Je laisse un peu de côté l'intercommunalité. Alors, ces trois collectivités territoriales ont des compétences en matière de tourisme. Voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir, selon la taille de la collectivité, des compétences plus ou moins importantes. Vous allez avoir la gestion aussi de projets ou d'établissements plus ou moins importants. Il faut savoir par exemple qu'en France, les offices du tourisme relèvent par exemple de la gestion des communes. Alors le premier office du tourisme, il a été créé à Grenoble en 1889 et aujourd'hui vous avez 2800 offices du tourisme sur le territoire français. Voilà. Au-delà donc des acteurs publics, vous avez aussi en France les acteurs privés, bien entendu, c'est-à-dire toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur du tourisme et qui aujourd'hui sont gravement touchées par la pandémie, comme vous le savez. J'ai mis cette photo de ce jeune homme qui est donc un saisonnier sur une plage, parce que ça peut aller de la grosse entreprise jusqu'à l'employé saisonnier qui va participer, bien entendu, à l'activité touristique. Alors, le domaine qui rassemble le plus de salariés au niveau du tourisme en France, c'est l'hôtellerie et la restauration, qui rassemble la moitié des salariés. Et ensuite, vous avez surtout les tours opérateurs et les agences de voyage avec 35 000 salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des acteurs privés du tourisme, il y a énormément d'emplois qui sont dits saisonniers, c'est-à-dire en fait qui disparaissent dès que la saison est terminée. Ça doit être le cas de cet homme qui travaille sur la plage. Vous avez aussi tout ce qui est serveur, réceptionniste, femme de chambre, voilà, tous ces gens qui en fait ne trouvent de l'emploi que lors de la saison. On estime à entre 20 000 et 40 000 ce nombre d'emplois saisonniers en France. Alors, à côté de ces petites entreprises, de ces moyennes entreprises, vous avez aussi des très grands groupes, des très très grands groupes. Alors, en France, le plus grand groupe hôtelier, c'est le groupe Accor, que vous devez connaître. C'est le premier groupe hôtelier en Europe et le 6e dans le monde. Donc, c'est vraiment une très très grosse multinationale, très importante. Voilà, donc ce que je veux vous montrer, c'est que au niveau des acteurs privés, entre le groupe Accor qui est mondialement réparti et le petit vendeur de glace sur la plage, vous avez une diversité qui est très très grande. D'accord ? Vous avez vraiment tout type d'entreprises qui existent par rapport au tourisme. Un autre type d'acteurs auquel on ne pense pas forcément, c'est toutes les startups qui sont en train de se développer par rapport à cette notion, enfin par rapport à ce domaine aussi touristique. Alors je vous ai mis l'exemple de Bedi Casa. Donc c'est une application, un site un site qui fournit des services en ligne de réservation de chambres chez l'habitant dans le monde. Voilà. C'est une entreprise française qui est à Montpellier et qui se développe, beaucoup actuellement. Donc là aussi, les acteurs du tourisme, ça peut être aussi des sites internet, ça peut être des gens qui sont présents en ligne, quoi. Voilà. Alors les acteurs du tourisme dans le monde, pareil, je vais essayer de résumer pour pas que ça prenne trop de temps. Vous avez là encore des acteurs du tourisme qui sont des acteurs publics. Donc par exemple avec l'OMT, l'UNESCO, les États. C'est la même chose, ils ont des rôles d'aménageurs, ils ont des rôles de conception en fait, de conception de projets touristiques. Alors
souvent, les acteurs publics, ils vont avoir en fait deux rôles. Ils vont avoir un rôle législatif, c'est-à-dire un rôle de création de lois pour permettre aux gens tout simplement d'avoir du temps. Hein, on en a déjà parlé, on a déjà parlé en 1936 des congés payés en France. C'est la même chose dans plein de pays où l'État va finalement avoir un rôle pour permettre le tourisme. Voilà. Donc souvent, l'État, dans le monde, comme en France, va être un précurseur du tourisme en le facilitant par la loi et aussi en mettant l'argent nécessaire, puisque finalement, il y a un investissement qui est tellement lourd que c'est souvent seulement l'État qui est capable de le faire, pour aménager le territoire. Par exemple, on pourrait noter l'Espagne. Donc l'Espagne, dans les années 60, c'est le général Franco, donc c'est l'État espagnol, qui va développer les littoraux comme la Costa Brava et qui va en fait créer de toutes pièces, comme on l'a fait en France avec le plan Racine, qui va créer de toutes pièces des stations balnéaires. Donc par exemple, peut-être que vous connaissez Rosas ou Lloret del Mar, qui ont été en fait aménagés ex nihilo, c'est-à-dire il n'y avait rien, et on a créé de toutes pièces cette station balnéaire. Alors à côté des États, voilà, là ça doit être, oui, j'ai mis une photo de Rosas. Alors à côté des États, on retrouve deux institutions que vous devez connaître, donc l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, et l'UNESCO, qui est une agence des Nations Unies. On va peut-être commencer par l'OMT, qui est une agence que certainement vous connaissez déjà, on en a déjà parlé. Donc c'est une agence de l'ONU spécialisée dans le tourisme. Elle a été créée en 1975. Elle rassemble 157 États et son siège est à Madrid. Donc c'est vraiment une agence qui s'occupe de favoriser le tourisme dans le monde, le développement du tourisme, et notamment essayer de développer le tourisme durable, respectueux de l'environnement. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent de l'expertise, ils écrivent des rapports, des choses comme ça. Alors l'UNESCO, c'est une agence de l'ONU, hein, l'ONU qui a été fondée en 1945 et qui est basée à Paris. Alors l'UNESCO, l'idée, c'est plutôt la protection du patrimoine mondial. Donc en fait, elle délivre des labels, oui, une classification, hein, pour classer des sites au patrimoine mondial, ce qui fait que ça les protège et ça permet aussi à ces territoires de toucher de l'argent pour maintenir, pour entretenir ces sites particulièrement, enfin jugés particulièrement intéressants. Donc actuellement, dans le monde, vous avez 1732 sites qui sont inscrits sur cette liste du patrimoine de l'humanité, comme par exemple la Tour Eiffel ou le Taj Mahal. Voilà. Alors, à côté de ces deux grandes institutions, vous allez avoir aussi les grandes entreprises mondiales du tourisme, ce qu'on pourrait appeler les FTN, donc les firmes transnationales. Vous avez déjà dû en entendre parler. Les firmes transnationales, c'est quoi? C'est des grands groupes qui ont leur siège social dans un pays, mais qui ensuite ont des filiales un peu partout dans le monde. C'est des entreprises qui sont ce qu'on appelle des multinationales, en fait. Voilà. Par exemple, Airbus, c'est une FTN, Nike, c'est une FTN. Voilà. Les plus grandes entreprises sont souvent ce qu'on appelle des FTN. Alors, la première grande entreprise, la première FTN du domaine touristique, c'est une entreprise qui a fait faillite cette année, donc c'est intéressant d'en parler. C'est Thomas Cook Voyage. Alors, elle a été créée en 1841 par le pasteur Thomas Cook, qui en fait a organisé le premier voyage organisé pour un groupe de 500 personnes. Il a organisé un voyage en train, en fait, tout simplement. Donc, c'était pas l'idée non plus très très compliquée, mais il a été le premier à créer ça. Et ensuite, il l'a développé, ce qui fait que c'est devenu un groupe très important. Alors aujourd'hui, bon, c'est un groupe qui a fait faillite, mais qui, au mieux de sa forme, employait 31 000 personnes dans le monde et représentait un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros en 2012. Voilà. C'est aussi une entreprise qui est symptomatique des difficultés que rencontrent les agences de voyage aujourd'hui. C'est-à-dire que Thomas Cook, c'était vraiment l'agence de voyage traditionnelle.
et peut-être qu'ils ont mal apprécié ou mal, comment dire, sont pas vraiment bien adaptés à l'arrivée d'Internet, qui fait que les agences de voyage traditionnelles sont moins utiles, moins utilisées par les consommateurs pour préparer ou acheter un voyage. Alors, dans le monde, la plus grande entreprise touristique, la plus grosse FTN du tourisme, c'est un groupe allemand, donc c'est TUI, Touristic Union International, qui a été fondé en 1923 et qui emploie 77 000 personnes, avec 14 milliards de chiffre d'affaires en 2017. Bon, c'est un très très gros groupe qui possède des compagnies aériennes, des avions, des bateaux, des hôtels. C'est quelque chose de vraiment très très important. J'essaye de voir ce qui est important pour pas non plus trop répéter le cours, histoire d'avancer. Alors, les grands groupes touristiques, ce sont souvent des grands groupes spécialisés dans l'hôtellerie. On va retrouver les entreprises les plus rentables et qui ont connu le plus de succès dans le domaine de l'hôtellerie. Par exemple, en France, on pourrait retrouver les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Ibis, Formule 1. Voilà, donc ce sont des marques qui appartiennent souvent à des groupes, donc notamment ces marques-là appartiennent au groupe Accor, dont on a déjà parlé. Alors juste cette image-là, c'est l'hôtel en Malaisie où il y a le plus de chambres dans le monde. Donc juste bon, pour que vous le sachiez. Il s'appelle le First World Hotel. Il se trouve en Malaisie et il comporte plus de 7000 chambres. Ce qui fait qu'il peut y avoir plus de 4 millions de clients par an dans cet hôtel. Voilà. Alors, pour terminer, juste parler un petit peu des populations locales, de la relation entre les touristes et les populations locales. Je vous avais demandé de regarder, peut-être que vous l'avez fait, une vidéo où on voyait des Maasai et des touristes, en fait, la relation entre les touristes néerlandais et les Maasai lorsqu'ils venaient visiter leur village. Donc, il faut savoir que la population locale, elle a un rôle très important aussi par rapport au succès de la destination au niveau touristique. Quand vous demandez à quelqu'un qui revient d'un endroit si c'était bien, vous allez lui demander si c'était beau, s'il a fait beau, et puis assez rapidement, vous allez demander si les gens étaient sympas, s'il a été bien reçu au niveau du service et tout ça. Donc en fait, ça a un vrai rôle, ça a un vrai impact, c'est un vrai critère de réussite d'un voyage. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les sociétés, dans les pays, dans les destinations touristiques, la réaction des populations locales à l'arrivée de touristes n'est pas forcément la même. C'est pas toujours une réaction favorable. Il peut y avoir des réactions négatives. Il peut y avoir aussi des réactions totalement neutres. On va voir que c'est assez, comment dire, ça peut évoluer en fait. Ça peut évoluer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pour qu'une destination soit mise en tourisme et pour que ça fonctionne, il faut absolument qu'il y ait une acceptation du touriste par la population locale. Sinon, ça peut pas marcher, bien entendu. Ça, c'est un point fondamental. Alors, on va prendre un exemple d'acceptation. Donc, au Népal, par exemple, dans l'Himalaya, vous avez une population locale, la population des Sherpas, ce qu'on appelle les Sherpas, c'est un peuple qui vit dans les hauts plateaux de l'Himalaya.
Et en fait, c'est une population qui a su tirer profit du tourisme. Donc je m'explique, ce sont des gens qui sont des montagnards chevronnés, qui ont vraiment une vraie capacité à se déplacer en montagne, alors que les touristes, bien entendu, pour eux, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de s'adapter à l'altitude, donc c'est très difficile pour eux ne serait-ce que de porter leur propre sac. Alors que les Sherpas qui vivent à cette altitude depuis longtemps sont déjà, comment dire, entre guillemets, plus préparés physiologiquement à supporter l'altitude. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque, au 19e siècle et au 20e siècle, l'Himalaya va commencer à accueillir des alpinistes pour tenter l'ascension de l'Everest et d'autres sommets, forcément, en fait, les expéditions vont se tourner vers ces montagnards, vers cette population locale, pour les aider, pour porter l'équipement, pour préparer un peu les itinéraires, pour tout simplement travailler avec les expéditions. Et donc, ça va être une vraie opportunité pour ces jeunes hommes de sortir de la pauvreté, de la crise économique. Et donc, ils vont se mettre au service d'agences occidentales de trek, comme guides ou comme porteurs. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont pas forcément hyper bien payés par rapport à des critères occidentaux, mais pour le Népal, ce sont des gens qui arrivent à faire vivre des villages entiers avec leur salaire. En plus, ils peuvent monter en grade, notamment s'ils parlent un petit peu anglais, et donc ils peuvent devenir un peu le chef d'un groupe de Sherpas, des choses comme ça. Ce qu'il faut aussi nuancer, c'est que c'est une activité qui est très dangereuse pour ces gens. Sur la dernière vidéo, je vous parlais d'orientalisme, c'est-à-dire la notion un peu de colonialisme dans l'attitude de certains touristes, notamment occidentaux. Là, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que ces Sherpas, il y a quand même des accidents chaque année, puisque bien entendu, pour eux, l'ascension, elle est beaucoup plus difficile que pour les autres alpinistes, puisque eux, en fait, ils portent les sacs. Ils portent les sacs, ils portent les tentes, ils portent les bouteilles d'oxygène. Donc pour eux, c'est beaucoup plus risqué. Et puis, en termes de santé, ce sont des gens qui sont en permanence en train de faire des ascensions ou des descentes. Donc c'est quand même très très dur pour eux, très dur physiquement. Et ils sont pas très très bien payés non plus d'un point de vue, enfin en tout cas d'un point de vue occidental. Donc là aussi une forme d'exploitation, même si ce que j'expliquais, c'est que ça leur a permis aussi de sortir d'une forme de pauvreté. Il y a toujours un petit peu il y a toujours aussi le revers de la médaille. Alors, un autre exemple d'une population qui, là, pour le coup, a complètement refusé, pas forcément le tourisme, mais en tout cas l'autre, c'est une population qui se trouve sur une île qui est au large de l'Inde, dans l'archipel des îles Andaman, en Inde. C'est la population de ce qu'on a appelé les sentinelles. Donc, je vous ai mis une photo. C'est un peuple qui est aujourd'hui le peuple quasiment le plus mystérieux au monde, puisque personne n'a pu vraiment les rencontrer. La photo, là, elle a été prise depuis le large, depuis un bateau, et on voit que les hommes étaient déjà en train de tirer des flèches sur ces navigateurs. On sait qu'ils existent parce qu'en fait, un missionnaire, donc un Américain, a essayé d'aller les voir pour certainement essayer de leur expliquer des choses sur la religion. Ils l'ont tué, en fait. Ils l'ont tué. Et il y a régulièrement, lorsque des bateaux s'approchent, en fait, ils attaquent les bateaux. Donc, ce que le gouvernement indien a décidé, c'est d'interdire l'approche de cette île. Voilà, donc on sait absolument rien d'eux. Ils ont décidé d'avoir une attitude hostile par rapport à l'autre, par rapport à ce qui pourrait leur apporter. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est un cas un peu extrême. C'est vrai que c'est un cas un peu extrême, mais j'aurais pu aussi parler des manifestations anti-touristes à Barcelone ou dans d'autres grandes villes. Voilà. La population locale, elle n'est pas toujours dans une attitude favorable par rapport aux touristes ou à l'étranger.
On pourrait également citer le cas des surfeurs, hein, j'en avais déjà parlé. Vous avez souvent, vous pouvez avoir en tout cas des cas d'agression sur des plages. Par exemple, l'été en France, il y a certains spots qui sont plus dangereux que d'autres, où tout simplement les surfeurs locaux ne veulent pas voir débarquer de touristes. Donc il peut y avoir des agressions, il peut y avoir des pneus de voiture crevés, des trucs comme ça. Donc, en gros, vous avez deux types d'attitudes. Vous avez l'acceptation, où ça se passe bien, le refus, où ça se passe mal. Et puis finalement, le cas le plus courant, ça va être le compromis. Ça va être une situation où on voit le touriste comme quelqu'un qui peut apporter de l'argent, qui peut apporter une amélioration dans la qualité de vie, mais on le regarde aussi avec méfiance, comme quelqu'un d'un peu bizarre, d'un peu étrange, qui peut avoir une attitude un peu d'exploitation, des choses comme ça. Donc, alors cette incompréhension entre le touriste et la population locale, elle peut venir aussi par rapport à des codes culturels que le touriste n'a pas. Vous voyez, là j'avais mis un exemple dans le cours. En Afrique de l'Est, c'est mal vu de poser la main sur la tête d'un enfant, parce que les enfants sont considérés comme sacrés. Et c'est quelque chose qu'un touriste pourrait faire, vous voyez, sans y penser. De la même manière, il y a certains peuples qui n'aiment pas être photographiés ou qui considèrent que ça peut leur voler leur âme. Donc c'est sûr que voir débarquer des touristes qui les prennent en photo, ça peut poser des soucis. Donc on avait parlé un petit peu de la relation entre les touristes et les Maasai. Donc les Maasai, c'est un peuple qui existe, qui vit en Tanzanie et au Kenya. C'est un peuple de chasseurs qui fascine un petit peu les Occidentaux, qui forcément veulent rapporter une photo des guerriers Maasai dans leur tenue traditionnelle. Et ça a créé un vrai business sur place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Maasai, c'est un peuple qui est, je dirais pas dans la modernité, on peut pas dire qu'ils sont modernes, mais c'est un peuple, vous voyez, qui sait utiliser Internet. Il y a plein de photos de Maasai qui s'habillent normalement, qui ont une voiture, des choses comme ça. Mais en fait, ils ont tendance à rester en tenue traditionnelle, tout simplement parce qu'ils demandent de l'argent aux touristes lorsque le touriste veut les photographier. Voilà. Donc ça peut être de quelques dollars. Voilà, c'est autour de quelques dollars pour prendre en fait en photo ces Maasai. Ce qui fait que c'est un peuple qui a tout simplement compris ce qu'il pouvait gagner à la relation avec les touristes. Alors, pour conclure, pour pas faire une vidéo trop longue, ce qu'on peut dire, c'est que le tourisme fait intervenir une multitude d'acteurs. Une multitude d'acteurs, que ce soit dans la préparation, dans le transport, dans l'hébergement ou dans la mise en place des voyages. Dans le monde, il y a des millions de gens qui travaillent dans ce secteur. Donc, tous ces acteurs, ils ont finalement un rôle dans le succès de la destination, dans sa réputation, dans son image d'une destination de qualité ou non, bien entendu. Et tous ces acteurs, ils ont un impact sur ce domaine touristique, que ce soit le touriste lui-même, que ce soit l'habitant du territoire, que ce soit un ministre du tourisme, ils ont tous en fait un impact sur ce domaine touristique. Ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que finalement l'acteur le plus important, c'est quand même le touriste en lui-même, tout simplement parce que ce sont ses besoins, ses attentes, ses représentations et surtout ses exigences qui vont modifier les stratégies des acteurs du tourisme local. C'est aussi la perception du touriste lui-même qui fait qu'un territoire va être considéré comme positif ou négatif. C'est comme s'il y avait des modes de destination. Et tout l'intérêt des acteurs professionnels du tourisme, c'est d'être en adéquation avec les acteurs consommateurs de tourisme que sont les touristes eux-mêmes. Voilà, donc j'en reste là pour pas faire une vidéo trop longue. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Je vais proposer 2 plages horaires de visioconférence pour faire des questions-réponses avec vous si jamais c'était pas clair. Et je vais faire d'autres vidéos pour les autres chapitres. Voilà. Allez, à bientôt. Bon courage.